Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 56e épisode des UVBistes. Je suis ravi de vous retrouver en cette semaine de Champions Cup qui nous offre des matchs succulents pour nous les Bordelais. C'est pas le cas pour toutes les autres équipes, un peu débridées peut-être, mais on a déjà hâte de voir la suite. Ouais, c'est une bonne entrée en matière. De toute façon, il fallait qu'on gagne, chose faite, et en plus avec le bonus, donc parfait. Bon voilà, c'est la fin de cet épisode, Merci. à dire. Franchement, match exquis. Non, plus sérieusement, on remercie déjà le tipeur de la semaine, Antoine. Merci beaucoup, ça nous aide évidemment énormément pour développer tous nos petits projets, la vidéo, tout ça. Donc c'est très sympa. Et pour vous tous qui nous écoutez, petite mission de la semaine, c'est d'envoyer cet épisode à un pote supporter de l'UBB, que vous soyez sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Comme ça évangélise un peu la parole et puis ça propage les bonnes ondes, quoi. Et sinon, pour ceux qui ont regardé l'épisode sur YouTube, merci pour les premiers retours qu'on a pu avoir. Très sympa. Voilà, si vous voulez voir nos trognes, vous pouvez vous abonner sur YouTube et mettre un petit like, un commentaire. Ça aide forcément à la visibilité. On vous gonfle un peu avec ça toutes les semaines, mais c'est un petit geste qui nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Donc voilà. Et un petit mot avant de commencer le podcast. Bienvenue à Gabin, nouvel auditeur des UVistes, donc qui vient de venir au monde, un monde dans lequel l'UBB est champion de titre de la Champions Cup. Et on va tout de suite décrypter ce premier match. Et ce samedi à 16h15, heure française, nos Girondins défiaient les Bulls à Pretoria pour ce premier match de Champions Cup. Et on savait qu'on allait avoir fort à faire face à de nombreux internationaux Springboks. Mais tout va très très bien commencer, grâce notamment à un virevoltant Mathieu Jalibert qui va trouver Damien Penaud pour le premier essai du match. Et c'est finalement une pluie d'essais qui va s'abattre, puisque peu après la demi-heure de jeu, on est déjà à 3 essais de part et d'autre. Donc on est autour de la 34e minute, mais la fin de mi-temps va être terrible avec 2 essais concédés coup sur coup pour les Bulls qui virent en tête à la mi-temps 33-22. Mais dès le retour des vestiaires, leur 13 Krill va recevoir un carton jaune et petit à petit, nos joueurs vont revenir grâce à Palu puis Biel Biarré qui nous remet devant à l'heure de jeu. Les Bulls obtiennent ensuite une mêlée à 5 mètres à la 65e qui est un peu le tournant du match. Mais après s'être fait bouger juste avant, nos avants sont héroïques et Damien Penaud, auteur d'un gros match, lui, fait une belle montée défensive. Et c'est ensuite Mathieu Jalibert puis Salesi Rayassi qui vont sceller le score. Les 5 points sont dans la poche. Score final 33 à 46 quand même. Et comme pour toutes les victoires, pardon, on va commencer par les points négatifs. Et avant de commencer par les points négatifs, évidemment, Yann, un petit mot sur les Bulls? Ouais, alors j'étais pas surpris sur le fait qu'il y allait avoir beaucoup d'essais. On l'avait un peu évoqué en disant que la compétition fait que ça marque énormément. Par contre, j'étais un peu déçu sur leur banc, parce que je pensais qu'ils allaient plus nous mettre en difficulté avec leur banc de niveau international. Et finalement, en fait, c'est plutôt notre banc qui s'est très bien comporté, hein, on en parlera peut-être après. Et puis après, si je mettrais un joueur en avant, il y a Pollard qui a fait une bonne première mi-temps avant un peu de cette... Et c'est surtout l'ailier, Moody, qui lui, pour le coup, a fait 80 minutes de très haut niveau. Ça a été un des rares vraiment à nous mettre à mal, que ce soit sur l'essai à un moment, sur le cadep sur Buros, ou même en fin de match, il a un peu mis le feu. Donc voilà, ça a été vraiment le joueur qui a mis un peu le feu. Mais après, ouais, un peu déçu de cette première ligne internationale remplaçante qui a pas fait le taf qu'elle devait faire. En fait, je pense, enfin, dans leur tête, ils devaient penser nous rouler dessus vers la 60e et ça n'a pas été le cas. Donc, chapeau les gars. Bah ouais, parce qu'en même temps, ils se sont retrouvés contre Mifuna et Gaëtan Barlow. Du coup, ils ont pu faire quoi. Ah bah, c'est ça. Premier peut-être point négatif côté UBB, est-ce qu'on ne mettrait pas déjà en avant le fait de prendre autant d'essais, 5 essais en une mi-temps, c'est un peu normalement rédhibitoire, mais on sait qu'avec l'UBB, on a l'habitude de marquer beaucoup, beaucoup d'essais, mais ça reste quand même un peu trop. Ouais, c'est clairement dans notre première mi-temps, je trouve qu'elle n'a pas été maîtrisée. On a essayé de mettre un énorme volume de jeu, mais comme contre Montpellier et même Pau, je trouve qu'on
qu'on prend des essais dans nos 22 trop facilement, et surtout ça vient d'erreurs individuelles qui nous mettent un peu dans le jeu, quoi. Tu vois, alors effectivement, on a beaucoup évoqué Buros, où il se prend ce 4 dev, et je trouve qu'il défend mal parce que on est trois, il y a Mathieu et Louis qui sont intérieurs, donc il faut qu'il arrive à protéger ses 15 mètres pour pas se faire déborder, et au pire, il y a les copains intérieurs. Il y a aussi un moment quand Penaud fait ce claquette et que lui il fait un en avant, et après on prend le compte de 60 mètres. Il y a aussi Max, je trouve, tu vois, il y a une sortie de camp qui est pas bonne, on prend une touche, après elle est directe, donc du coup on revient chez nous, et après on prend cet essai où Cameron loupe un plaquage sur Pollard. Il y a aussi cette couverture où Max jongle un peu avec le ballon, et après il fait une passe dégueulasse à Buros, et on met la 5 mètres, et après on reprend un essai direct. Donc voilà, je trouve qu'on a trop ancré ces essais, notamment sur le fait que on a toujours ces petites erreurs individuelles qu'on a pu gommer au fil du match, et bizarrement ça allait beaucoup mieux. Et en défense, pareil. Alors effectivement, on a un super pourcentage de plaquage, mais on encaisse trop facilement, je trouve. Dès qu'on est dans nos 22, je crois qu'à un moment, dès le début du match, il y avait une stat où ils s'étaient rentrés pareil que comme Montpellier, quoi. Ils s'étaient rentrés 3 fois dans les 22, ils étaient à 21 points. Donc il faut qu'on arrive à être plus fort et à faire plus douter les équipes, qu'elles aient plus de mal à transformer. Il faut qu'elles fassent des exploits pour marquer. Et ça, pour l'instant, on l'a pas encore. Donc voilà, c'est vraiment le gros point négatif, c'est ces erreurs individuelles qui ont conduit à manger quand même 5 essais, hein. C'est quand même beaucoup en mi-temps. Ouais, parce qu'au global, la défense, enfin, sur les chiffres un C'est peu ça. dans son ensemble, la défense, elle est très correcte. Après, du coup, tu prends forcément un peu tout le match en compte. J'ai pas les chiffres de la défense sur la première mi-temps, mais c'est vrai que bah, c'est un peu 10 victoires, 33 points, quoi. Ouais, et puis un peu comme Montpellier, tu vois, finalement, au stat au global était pareil, le pourcentage de plaquage était très bon. Mais tu prends 3 essais trop facilement, et même là, je pense que les stats au plaquage, tu vois, Buros, par exemple, le plaquage n'est pas raté. Enfin, je sais pas si c'est compté comme raté, par exemple, ou sur le petit côté, quand Max glisse pas et que du coup Penaud prend l'avant-dernier joueur, et après il se fait avoir sur l'aile. Bah là, c'est pareil, c'est pas un plaquage manqué, mais pourtant bah, il y a essayé, pareil, au centre du terrain, Moefana, bon, là c'est une montée désespérée parce que bon, il était tout seul contre 6 personnes, hein, donc mais là pareil, c'est pas un plaquage manqué, mais ça ne traduit pas forcément des erreurs entre guillemets de défense, quoi. Tu peux louper 0 plaquage, mais par contre prendre 3 ou 4 essais, quoi. Ouais, bah après, est-ce que tu as d'autres vraiment points négatifs à mettre en avant? Ouais. Après, il y a toujours un petit point qui va être la réussite au pied. Alors, comme l'année dernière, hein, on avait attendu, à chaque fois, on se disait, bon, ça va peut-être nous coûter dans les matchs un peu plus tendus. Bon, finalement, c'est passé même en finale de Champions Cup, où on a une réussite qui était mitigée. Mathieu avait loupé quelques points, et après, c'est Max qui avait repris le relais. Et en finale, bon, bah, c'est Max qui avait tout pris. Mais voilà, là, il y a 6 points qui sont loupés. Alors, il y en a une ou deux de Jalibert et une de Max, je crois. Mais, euh, mais voilà, c'est 6 points. Ça n'a pas joué dans le match parce que ça s'est fait. Voilà, on avait tué le match bien avant. Mais voilà, il faudrait quand même qu'on arrive à clarifier. Alors, c'est vrai que Mathieu nous avait dit que c'était lui le buteur numéro un. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas confiance à Max. Ouais, je suis assez d'accord et je me demande si ça va pas changer. Et c'est pas la première fois qu'on voit que Max prend le but en cours de match. Ouais, ça me paraît. Je sais pas si c'est si acté que ça, que c'est le numéro un. On verra en fonction aussi de l'état de la cuisse de Mathieu. Il y a ça aussi hein, qui a changé depuis le début de saison, c'est C'est que ça. Mathieu s'est blessé. Donc peut-être que finalement, il y a des matchs où il le sent moins que d'autres et où il a moins envie de forcer sur l'ensemble de la rencontre. Moi, il y a un point négatif. Alors, en fait, je sais jamais trop si c'est vraiment un point négatif ou un point positif dans le sens où ça montre aussi une certaine domination. C'est qu'on va 3 fois à Dame sans réussir à aplatir. Est-ce que c'est un trop de précipitation? Est-ce que c'est des faits de jeu? Est-ce que ça montre une domination ou un manque de réalisme? Alors, il y a un peu des trois même, parce qu'il y a des moments, c'était vraiment de la précipitation. J'ai en mémoire une séquence où c'était criant. C'est quand Max, alors le porté avance, une fois il est stoppé, et il y a Max Lamotte qui part tout seul et qui va tout de suite, il a tout de suite voulu marquer. Et ça, je pense que si on imprimait un ou deux temps de jeu de plus, on aurait pu passer la ligne.
Donc bien sûr, après, c'était bien défendu en face, mais je trouve que là, on s'est trop précipité, trop isolé. Euh, Il y a eu, alors, et après, il y a eu parfois un peu tu vois, alors c'est un peu de manque de réalisme, hein, même si, tu vois, il pouvait pas faire grand-chose sur la. Pareil, Mathieu, à un moment, il tente une passe quasiment impossible, ça rebondit, enfin, c'est intercepté par un joueur des Bulls, Penaud la récupère. Bon, après, il tombe dans l'embut. Là, Penaud peut rien faire, mais je pense que Mathieu, si. Bon, après, c'est difficile de critiquer. Mais voilà, si il s'applique sur sa passe, si on est un peu plus patient, parce que je pense que dès qu'on imprimait 2 ou 3 temps de jeu, ils étaient complètement perdus. Parce que les Bulls, j'ai l'impression qu'ils font un peu la défense comme l'équipe première des Sud-Africaines, mais sans l'efficacité en fait. C'est qu'ils font que de la rush défense, c'est-à-dire que c'est que des montées en pointe hyper rapides. Tant pis s'ils touchent pas le gonze, le tout c'est mettre la pression et forcer en fait la décision des adversaires. Et bon, mais ça marche quand il n'y a pas trop de. Enfin, soit on est hyper fort, soit il faut pas qu'il y ait trop de talent en face, et notamment des talents pour éliminer des défenseurs. Et je trouve que voilà, si on avait été un petit peu plus patient, imprimé quelques temps de jeu, je pense qu'on aurait pu faire des décalages assez rapidement et assez facilement. Voilà, on a voulu trop rentrer dans l'embut, trop précipitamment, et je pense qu'il fallait prendre un peu plus de temps. Donc ouais, il y a un peu de tout, il y a un peu de manque d'efficacité, c'est bien défendu, un peu de précipitation. Voilà, il faut régler ça parce qu'on s'est mis un peu la pression alors qu'on était ultra dominant sur la deuxième, quoi. Après, tu vois, on réussit pas à concrétiser ces occasions-là, mais finalement, tu marques quand même 46 points. Tu perds quelques points au pied, mais bon, tu restes quand même une attaque sacrément solide. Est-ce que tu avais d'autres points négatifs? Non, non, j'en ai pas. Bon, pour le coup, ça a été assez positif. À part cette première mi-temps où je trouve on a manqué de maîtrise, que ce soit individuelle et collective. On est quand même resté dans le match et après on a bien rebondi. Donc, Bah, c'est vrai que ça pouvait être. On parle pas mal de trous d'air sur cette fin de première mi-temps. Bon, au final, oui, tu as Buros qui se prend un 4 dead par Moody. Bon, je pense que c'est ni le premier ni le dernier. Effectivement, il doit plus fermer son côté fermé, enfin, côté ligne de touche, parce qu'il a du soutien et du coup, là, il prend un contre un et il se mange un peu laissé tout seul. T'as l'en avant, derrière, bah, c'est un turnover. Nous, on sait ce que c'est, hein, vu qu'on en a marqué beaucoup des essais comme ça. C'est que sur un demi-ballon, bah, tu peux te prendre un essai. Bon, pour le coup, j'en tiens pas trop rigueur à Romain Buros, mais bon, c'est globalement assez maîtrisé. C'est vrai qu'avant ça, on aurait pu avoir des essais qu'on ne prend pas. Je trouve que et et c'est vrai que si on revient sur Romain, parce qu'il a été pas mal décrié, alors effectivement, il fait 2 erreurs qui sont assez visibles, notamment le Kadeb est quand même extrêmement visible. Mais globalement, après avoir revu le match, son match n'est pas si horrible que ça, quoi. Et notamment un point où il avait été un peu en difficulté ou pas aussi performant que d'habitude, qui sont les duels aériens. Je crois qu'il y en a 4, il réussit les 4 duels aériens. ouais, mais Euh, enfin, franchement, faut re-regarder cette première mi-temps parce que du coup, moi, j'avais pas vu la première mi-temps en direct. Et par contre, j'ai vu tous les commentaires, notamment beaucoup sur Romain Buros qui est catastrophique, qui a des problèmes dans l'engagement, dans l'envie. Enfin, j'ai vu des choses aussi qui remettaient un peu en cause sa mentalité. Et ensuite, du coup, j'ai regardé en ayant connaissance de ça, bah, la prestation déjà de l'équipe. Et il y a quand même un joueur qui sort du lot sur les ballons aériens et qui fait beaucoup, beaucoup de bien là-dessus. C'est Romain Buros qui fait en fait pas une prestation si éclatée, hein. Il y a deux faits visibles, comme tu dis. Un où vraiment, bon, c'est une erreur. En avant, moi, je considère que bah, ça peut arriver à n'importe qui. Mais dans l'ensemble, il sort à la 47e, je crois, pour Rayassi qui, bon, lui, ça, ouais. franchement, c'est loin d'être une presta horrible, hein. Non, mais c'est ça. Et effectivement, ça marque les esprits parce qu'on mange 14 points où tu as une grosse erreur. Tu l'as dit, la défense, parce que là, je pense que c'est une erreur, mais bon, ça arrive. Et l'an d'avant, c'est plus compliqué parce que bon, la claquette, c'est pas non plus. Elle est pas super, c'est pas non plus une passe hyper bien sentie où il fait un en avant dégueulasse, tu vois. Ça me fait penser un peu, c'est comme si on avait tenu rigueur contre l'Australie à Louis, tu vois. Voilà, il perd un ballon, il y a un turnover, on mange un essai de 80 mètres. Bon. Par contre, après, c'est vrai que le problème, c'est qu'à la 47e, il sort parce que peut-être qu'il était un peu moins bien. Et Yassi aussi fait une entrée éclatante. Donc forcément, en fait, t'as tout, quoi. Et si tu vois, si je compare aussi Max, la première mi-temps de Max, elle est très compliquée. Il fait quand même pas mal d'erreurs individuelles qu'il a l'habitude de faire normalement.
Mais lui, après, il est resté sur le terrain et il a évolué avec toute l'équipe. Et en fait, il a pu largement se rattraper, puisqu'après, en deuxième mi-temps, comme toute l'équipe, il a vraiment bien avancé. Mais tu vois, si à la mi-temps, tu sors Max, tu peux dire son match est problématique. Ouais, Romain, ouais, je trouvais les commentaires un peu durs. Mais même moi, en direct, quand je l'ai vu, en fait, c'est deux actions marquent. Et en regardant le match, que tu dis, ah ouais, mais en fait, il a 4 duels aériens, il a réussi. Et en plus, tu vois, il y a même des trucs où tu dis que c'est lui, et en fait, c'est pas lui, tu vois. Quand le premier ou le deuxième essai, Max, il lui fait une passe dans l'embut, il fait un en avant. Bon, bah, tu peux pas trop faire grand-chose. Après, pareil, à un moment, il y a un duel aérien, il se fait pousser. Tu vois, là, bon, à la limite, tu aurais même pu avoir une pénalité pour toi. Euh, donc, bon, je pense que ouais, c'est un peu dur les commentaires, je trouve, par rapport à la prestation réelle, en fait. Ouais. Et de toute façon, il faut aussi trouver des coupables à chaque fois, hein. Et Oui, bon, bah, sur l'ensemble de la presta, c'est vrai que il y a des choses à dire, même si au global, c'est pas si cata. On a passé sur les points négatifs. Je te propose qu'on passe de suite aux points positifs. Et pour commencer les points positifs, tu voulais commencer par l'arbitrage. ouais, c'est vrai que j'aime bien l'arbitrage en Champions Cup. Alors l'avantage, c'est que ça siffle très peu, ça laisse tout le temps jouer. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des deux côtés et du coup, t'es pas surpris. C'est-à-dire que pour faire un grattage, il faut vraiment euh, le manifester fortement. Et si, tu vois, moi j'en ai un où Retière pendant 30 secondes, il tire, il tire, il tire, et l'arbitre siffle pas. Enfin voilà. Ouais, il est avec Jacobs. Et il facilite un peu les turnovers, donc je trouve ça sympa. Et après, il n'a pas hésité. C'est vrai que ça se prend pas la tête. Je trouve qu'il y a, il y a- il y a- il y a beaucoup moins de vidéos. Alors, il y en a eu une sur un pseudo-micro en avant, et là, je pense qu'ils ont fait un excès sur un essai des Bulls. Bah, Mais c'est sûr, sinon, c'est sûr, ouais, c'est c'est ça, sur Vision, exactement. non? Ouais. Exactement. Mais après, sinon, il y a très peu de vidéos. Et tu vois, il passe pas des heures en avant volontaire. Voilà, il a filé deux cartons jaunes parce qu'il tue une action. Enfin voilà. Donc j'ai trouvé l'arbitrage de Monsieur Dixon plutôt bien. Et finalement, ça fait un match plutôt aéré avec beaucoup de. Alors, j'ai pas le temps de jeu effectif, mais à mon avis, il doit être assez élevé. Car voilà, l'arbitre a permis un peu ça. Tu vois, même quand il voulait animer sur les mêlées, il n'a pas attendu si le ballon était disponible, et il a tout de suite dit allez jouer, jouer. Enfin, tu vois, donc c'était c'était plutôt bien. Donc c'est vrai que je suis plus proche d'un. Enfin, je préfère les arbitres en Champions Cup qu'en Top 14, où je trouve qu'ils sachent plus le match. Après, c'est aussi dû au fait que on a été relativement très discipliné. Ouais, mais ça fait depuis. Pour le coup, ça fait depuis 3 semaines où à chaque fois on relaie en disant ben, c'est bien, on est vachement discipliné. Bon, on n'est pas plus discipliné que l'adversaire, mais on était à chaque fois à moins de 9 pénalités, ce qui est assez important. Et là, je crois qu'on finit à 7, ce qui est encore très très peu, quoi. Donc c'est plutôt encore un effet En positif. pénalité? Ouais, non, on a Non, non, combien? on est à 4. Ah oui, tu vois, 4. J'ai les stats du petit bureau là, du coup, sur le match. Ouais, vas-y. Temps effectif, du coup, tu demandais un tout petit peu moins d'une demi-heure. Donc, c'est pas Ah énorme, ouais, d'accord, ouais, tu malgré vois. le fait qu'on relance beaucoup de ballons, surtout en première. 4 pénalités concédées. Il marque quand même 3,3 points par entrée dans les 22, ce qui est plus que l'UBB pour le coup. Et je pense que ça a bien diminué aussi en deuxième mi-temps. Mais non, non, on a été très peu pénalisés. Ouais, donc ça, c'est encore un point positif. Je trouve que Et la depuis. majorité de nos pénalités, c'est aussi concédé en attaque. C'est les grattages que les Bulls ont pu faire. Ok. Bah, mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est un point où depuis plusieurs semaines, on commence vraiment à s'améliorer, hein, et de toute façon, il faut passer par là pour pouvoir gagner les matchs à l'extérieur. Il faut être ultra propre. Et donc, c'est ce qu'on a été. Et en plus aussi, on a été un secteur où je trouve on a été encore dominant, où peut-être on avait été un peu moins ces dernières semaines, c'est tout ce qui va être contest. Euh, En mémoire, j'en ai 4 en mémoire avec deux de Poirot, qui a fait un très bon match là-dessus. Retière et Jacobs, justement. Et un qui était très important, et d'ailleurs, euh, il crie, c'est Boris Palu, qui fait ce contest qui est quand même extrêmement important, parce qu'après, on repart dans leur camp. Ah bah avec Mathieu Lartaud qui crie Boris les paluches. Incroyable. Ah oui, j'ai même pas. J'ai regardé sur Bein.
quelle indignité. Ne, j'étais pas En chez plus, moi. on va même pas avoir l'Arto et T'es pas chez moi. oui, mais bon, ils ont quand même France 2, quoi. Oui, Ouais, bref. Ils ont BeIN, mais ils ont pas France 2. Euh, est-ce que tu avais d'autres points et j'en vois. Tiens, c'est moi qui vais choisir pour le coup. vas-y. Par exemple, peut-être de la conquête, les touches. Ouais. Autant ça avait été cata sur le dernier match, autant là, ça a été très très bien. Quand j'ai écouté une émission de Rugby-Rama où c'est la troisième mi-temps. Et c'était assez rigolo parce qu'il disait qu'on avait été catastrophique en touche. Alors, du coup, j'avais pas vu le même match parce que je crois qu'on loupe qu'une touche. Après, si catastrophique, c'est en dessous de 95%, oui, on a été catastrophique. On est à 92%, sachant que eux sont à 70% en contre. Et en fait, on a deux comptes directs. Je crois que c'est Mathieu et Coleman. Et après, ils ont une touche pas droite où Mathieu, c'est un bloc fond et il arrive à les gêner. Et après, il y a Groblard aussi qui fait une saucisse dans l'embut où il lance trop fort et c'est Perchaud qui récupère d'ailleurs. Mais ouais, on a été extrêmement performants en conquêtation. Globalement, euh, moi, j'avais un peu peur. Alors, sur le secteur de la touche, non. Par contre, j'avais un peu peur aussi sur la mêlée. Et je trouve que nos gros sont vraiment très, très bien comportés. Donc, tu l'as dit en touche avec, encore une fois, Cameron Mathieu qui ont été très forts. Il y a aussi Coleman qui compte beaucoup là-dessus parce que c'est un lifter de très, très haut niveau. Donc, ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis après, il y a le secteur de la mêlée, hein, où même si parfois on a eu des sorties un peu difficiles, globalement, on a eu tous nos touches, tous nos mêlées. On a pris une pénalité en mêlée, donc il y a cette fameuse mêlée qui est arrivée à la 63e minute. Là, j'ai commencé à avoir un peu peur parce qu'après, on se retrouve dans nos 5 mètres. Bah, c'est parce que Et Mathieu est obligé d'aplatir dans son but en exactement. ayant ramené le ballon. Donc mêlé à 5 mètres, ouais. Et là, là, on a pu un peu trembler. Perchaud, Barlow et Big Ben, et ben, ils ont fait alors avec tout le collectif, hein, ils sont 8, mais ils ont fait une mêlée de folie. Et pourtant, ils forcent, hein. Tu vois Wilco Low qui essaie de faire une double poussée, même une triple poussée pour mettre la pression. Et donc, vraiment, chapeau à l'axe gauche et à l'axe droit. Perchaud qui a montré que c'était un pas si mauvais pilier de mêlée. Donc, ça fait plaisir. Hein, on oublie souvent que c'est quand même encore un très très jeune joueur, 23 ans. Alors certes, il a énormément de matchs en pro, mais c'est quand même encore un jeune pilier. Et lui, son problème, alors si c'est un problème, mais en fait, c'est alors ses attitudes sont excellentes. Il a des super bonnes positions. Le seul problème, c'est sa prise de masse. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de mal à prendre du poids. Et je pense que ça, il va falloir attendre l'avancée dans l'âge pour que physiologiquement et naturellement, il prenne du poids parce que plus on vieillit, plus on a tendance à prendre du poids. Je vois Et, pas et- de quoi tu parles, hein. mais il y a des joueurs comme ça où, tu te rappelles quand il nous a dit il a eu sa blessure, il a perdu 15 kilos, alors Après, que. Awad, il a 19. Non, et en fait, c'est physiologiquement, il y a des joueurs qui prennent pas de la masse. Alors, il y en a d'autres, c'est à l'inverse, quoi. Je pense que Big Ben, par exemple, il peut pas se laisser aller comme ça, tu vois. S'il se blesse, il perd pas 20 kilos. Ouais, après, peut-être qu'ils n'ont pas le même rythme de vie. Mais Mathis, il avait fait des interviews en disant que c'était une réelle problématique pour lui. Tu vois, en fait. Mais ouais. Après, enfin, moi, vraiment, son niveau de jeu sur ce début de saison, sachant qu'il a fait tous les matchs, vraiment 12 matchs là depuis début septembre, moi, il me convient, hein. Enfin, franchement. Mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui est récurrent chez que ce soit les observateurs du top 14 ou les supporters de l'UBB, c'est de absolument vouloir critiquer nos gauchers et même enfin, notre pack en général, mais particulièrement nos gauchers, alors que ce soit Jefferson Poirot, Mathis Perchaud, bon, ça tire en mêlée. Enfin, en soi, ça fait aussi le taf que demande le rôle de pilier gauche, quoi. C'est ça. Mais tu vois, un Perchaud, je pense que, parce que là, il doit être aux alentours de 115, 117 kilos. Je pense que s'il était à 120 ou 122, il pourrait devenir dominant. Pas juste. Alors, c'est déjà pas mal, hein. Parce que là, c'est un détournant du match. Parce que c'est-à-dire que là, tu prends mes pénalités, les Sudaf, ils reprennent mêlée. Et après, tu peux prendre un carton jaune à ces pénalités. Enfin, c'est pas du tout la même fin de match, tu vois. Ça fait partie vraiment. L'un des tournants du match, pour moi, c'est celui-ci. Et là, la mêlée, elle a pas bougé, quoi. Donc, ça montre vraiment la qualité du bonhomme. Mais effectivement, je pense qu'avec un peu plus de masse, il pourrait même devenir dominant parce que ses attitudes sont bonnes. Il a toujours un placement qui est très très propre. Donc voilà, donc on espère pour lui
bah, qui grossissent un peu. Mais après, ça nous va très bien Ouais. en vue de l'équipe de France, parce qu'on sait que le poste de pilier gauche, il y a de la place. Voilà, il y a de la place. La place à droite. Ça fait partie des secteurs où, tu vois, on a un peu un petit déficit, quoi. Donc voilà, donc les gros sont bien comportés. Après, on peut parler un peu de comportement individuel, ouais, tu sais, de joueurs. Bah, moi, le joueur qui m'a impressionné, bah, depuis le début de la saison, c'est pas lui, hein, qui a été recruté pour remplacer Ricard et en fait, bah, il a gagné sa place un peu dans les 23, quoi. C'est-à-dire qu'il enchaîne tellement bien. Ouais, c'est ça, c'est qu'on avait peur de ce début de saison où on savait pas trop. Coleman est blessé, Gray, bizarre. Puis au final, oui, c'est vrai que pas lui. Et en fait, il fait pas que le nombre. C'est-à-dire qu'il, Ouais, certes, il fait tous les matchs, mais en plus, qu'est-ce il les fait bien et il nous sert énormément, bah, comme un Rocky ou en gros, sur les deux joueurs qui viennent du Racing où les gens, enfin, on avait des doutes, enfin, on ne savait pas bien ce qu'ils allaient pouvoir produire. Bah, les deux, pour le coup, enfin, je les mets un peu dans le même sac, alors dans des rôles différents, mais les deux sont tellement, tellement utiles. ouais, on n'a pas le même début de saison s'ils sont pas là, hein. Ça, c'est clair et net. Et je voyais un bon joueur top 14 qui était très propre, qui comprenait le rugby, mais tu vois, je pensais pas qu'il pouvait. Euh, tu vois, le niveau d'adversité augmente, et ben lui, il arrive aussi à augmenter son niveau d'exigence et son niveau global. Donc c'est assez impressionnant parce qu'il gagne des duels, c'est un gros plaqueur, il est encore très fort en touche. Maintenant, il commence à gratter des ballons. Il avait un gros problème de discipline au Racing. Je crois que c'est un des mecs les moins pénalisés. Enfin, en tout cas, je le vois plus se faire pénaliser avec des faudettes. Vraiment, il s'est mis au diapason de cet effectif et c'est vrai, heureusement qu'il est là parce que je pense qu'il va encore enchaîner. Il fait qu'enchaîner. Donc, je pense que ça fait partie d'un des mecs qui a gagné sa place dans les 23 et ça, c'est fort parce que tu as des mecs comme Gray, comme Coleman, comme Caso. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour lui et pour nous. Ouais, dans les 23, oui, oui, bah, Ouais, parce que tu vois, par sur le rapport à banc, pour moi, Gray, bah, ouais, non, clairement, clairement. exactement. Et finalement, la mêlée que tu gagnes à 5 mecs de la ligne, parce que tu pourrais te poser la question en disant, ouais, est-ce que c'est un pousseur suffisant? Parce que parfois, tu vois, tu avais des 4 un peu légers et qui n'arrivent pas à t'épauler en mêlée. Et donc, forcément, tu peux subir face à des grosses mêlées. Et donc, tu te dis, bon, ben, on va mettre un gré qui est beaucoup plus dense et comme ça, au moins, tu vas pouvoir caler une mêlée. Mais finalement, cette mêlée à 5 mètres, eh ben, c'est lui qui occupe percho, quoi. Ouais, donc ça montre son importance. Dans ce secteur-là, il y a un secteur aussi où il va y avoir de la concurrence parce qu'il y en a qui se montent, notamment grâce ou à cause de toutes les absences qu'on peut avoir sur ce poste-là. Là, c'est la troisième ligne. On avait très peur de ce match au niveau de la troisième ligne parce que Pierre Beauchaton, Marco Gazzotti, notamment, sont absents, en plus de Jean-Luc Duprez, Lachlan Swinton, etc. Donc, on avait un peu peur, mais en fait, Temo Mathieu, Bastien Van Taillefer, Cameron Wauquiez, tous, ils ont répondu présent. Alors, peut-être qu'on va faire du cas par cas. Temo Mathieu, déjà, numéro 8, euh, très, très performant. Ouais, en plus, c'est vrai, la Champions Cup, je pense que c'est parfait pour lui. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont extrêmement aérés, il faut être au soutien. Ça me fait vraiment penser à Samu qui s'est révélé grâce à la Champions Cup, quoi. Parce que forcément, il y a plus de turnover, forcément, il faut multiplier les courses. En plus, comme il y a ce règlement spécifique en Champions Cup où tu peux pas faire rentrer n'importe qui, et ben si t'as pas trop des gros qui sont coureurs, et ben tes gros en fait ils pètent physiquement et après il y a des espaces de partout. Et donc il faut pouvoir avoir des mecs qui répètent les tâches, qui sont plutôt rapides, qui sont plutôt véloces et qui arrivent à, à avoir des pattes. Et c'est tout ce qu'a Mathieu. Je pense qu'il va plus facilement s'épanouir en Champions Cup qu'en top 14 où c'est un peu plus restreint et il y a plus de contacts où il faut gagner des mètres en fait post-contact. Euh, c'est là où, par exemple, un Gazzotti est plus fort, je trouve. Dès qu'il pète, il arrive toujours après contact à avancer de 2-3 mètres. Mathieu est un peu moins fort là-dessus, mais par contre, il est beaucoup plus rapide et il peut gérer les espaces. Donc ouais, c'est un très très bon joueur. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il s'est vachement amélioré en tout. C'est un véritable jumper, ça on le savait, mais je trouve qu'il arrive mieux à lire les trajectoires et ça, c'est extrêmement important dans l'optique de faire opposer, par exemple, un Cap One aussi.
J'ai trouvé très intéressant. Il y a une touche qui m'a marqué pendant ce match. C'est Max Lamotte qui lance. Et en fait, c'est la vitesse de saut de Thémo Mathieu. En fait, Maxime envoie une passe un peu laser, très très rapide. Et la vitesse du saut de Mathieu fait que déjà c'est très difficilement contrôlable. Et ensuite, il faut réussir à la capter. Et je trouve que c'est une alternative plutôt que d'aller chercher le plus de hauteur possible, aller chercher de la vitesse d'exécution. Et là-dessous, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ouais, il a une tonicité folle, hein. C'est vrai que c'est même pas une demi-seconde pour monter en l'air, quoi. Donc du coup, c'est quasiment intouchable. C'est-à-dire qu'à part anticiper, c'est-à-dire sauter une demi-seconde avant et t'as pas le droit. Donc ouais, ça offre des solutions. Et je pense que c'est le staff réfléchit à ça parce que forcément, un jour ou l'autre, il faudra que Cameron se repose. Typiquement, bon, on verra dans la composition, mais il y a des vacances qui vont être obligatoires. Donc voilà, il va falloir trouver d'autres solutions et Mathieu en est une, en l'absence d'autres jumpers comme Beauchaton, etc. Donc ouais, vraiment un joueur qui est très complet, qui peut jouer 8-7. Donc très très intéressant. Ouais, autre joueur qui lui va s'en aller à la fin de saison et qui a fait un gros match, c'est Bastien Vernteiffer dans son style, hein. Mais pour le coup, moi j'ai vu des gens là dans les matchs récents qui le décriaient. Franchement, chapeau parce que ça doit pas être facile quand tu sais qu'on te met à la porte, t'as, enfin, que c'est ta dernière saison, tu pourrais un peu baisser les bras et puis finalement, bah non, non, il est toujours là et enfin. Ça me surprend pas non plus parce que c'est un guerrier, un mec fidèle et franchement qui veut montrer qu'il a sa place malgré tout. Mais encore une fois, un gros match, quoi. Alors, Ouais. c'est pas le mec le plus flamboyant, le mec qui va avancer à chaque impact, etc. Mais dans les tâches de l'ombre, il est là. Ouais, et puis même offensivement, je l'ai trouvé plus à son aise. Il a porté quelques fois le ballon, il arrive à faire jouer derrière lui. Il ne s'est pas cantonné à ses tâches de l'ombre. Sa force, c'est qu'il arrive à monter très vite sur les joueurs pour plaquer. Euh, il arrive à anticiper les passes pour plaquer les gonzes. Et là, je trouve qu'il a beaucoup demandé, il a beaucoup sollicité le ballon. Et il a pas mal avancé finalement, et notamment, ouais, il y a cette petite percée où après il va retrouver Palu qui était vraiment sympa. Donc ouais, ce troisième a vraiment fait un très gros match et en plus elle était plutôt complémentaire, même si on avait un 8 et un 7 aérien. Euh, C'était plutôt complémentaire avec Van Taillefer, donc bah, ça offre encore une solution, hein. On a quand même beaucoup, beaucoup de qualité, même si on a des blessés, on a quand même beaucoup, beaucoup de qualité dans ce secteur, que ce soit des plus anciens, mais aussi des jeunes. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite bah, de la compétition, quoi, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup. Bon, on finit rapidement sur le pack parce que bah, du coup, on va avoir cité un peu tous les mecs, mais tu avais deux joueurs que tu voulais citer, Big Ben. Ouais. Tu as fait une petite vidéo explicative sur Twitter si certains veulent aller la voir, mais notamment sur l'efficacité et l'apport de Big Ben sur les ballons portés, et pas simplement sur pousser comme une marmule, mais aussi le positionnement et l'importance qu'il a pour désarçonner la défense. Ouais, c'est ça, en fait, c'était assez criant sur ce mall où en fait tu vois alors il y a une prise de balle par Palu et BVT en fait et le lifter derrière Palu, et donc en fait les deux sont côte à côte et Ben va se lier sur eux, et ce qu'il va faire en fait c'est essayer de passer derrière ce bloc saut pour ensuite faire un travail qui est assez monstrueux. C'est un peu du tir à la corde, quoi. C'est-à-dire qu'il tire le pack en s'abaissant de tout son poids pour faire avancer et faire un peu dégager les adversaires. Et c'est vrai que quand tu vois la vidéo, c'est vraiment très impressionnant le travail qu'il fait en fait, pour carrément désagréger en fait, le pack adverse et permettre l'avancée. Et Coleman aussi arrive à faire ça en chopant les mecs et en essayant en fait d'enlever de la masse dans les molles. Donc c'est deux joueurs extrêmement intéressants pour ce secteur-là, parce qu'ils peuvent te caler. Alors, offensivement, ils sont extrêmement forts là-dessus. Et après aussi défensivement, mais forcément, ils arrivent à bloquer des molles portés quasiment. Donc vraiment des gros joueurs. Et Coleman, tu vois toute l'importance de ce mec et je ne sais pas en quoi il est fait. Parce que, alors, effectivement, il est fragile. Mais il a fait 2 matchs cette année et il arrive à me faire 80 minutes aux Bulls à ce niveau-là. Ce mec est juste impressionnant. Je sais pas comment tu fais pas pour exploser physiquement. Et en plus, c'est pas à la fin, il finit pas à quatre pattes, tu vois. Il a l'air bien. Il fait toujours ses plaquages dominants. Il est toujours pénible dans les rucks, toujours pénible dans les molles.
Ce mec est physiquement, il doit avoir une hygiène de vie incroyable pour produire ce genre de prestations. Mais il est super important. Parce que c'est pas lui qui nous manquait en finale de top 14, quoi. Ah bah c'est sûr que si t'as Coleman, tu fais pas le même match, quoi. En face, il y avait des absents aussi. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Peut-être que un petit mot sur l'entrée du banc dans sa globalité. Tu l'as mentionné un petit peu, mais on avait un peu peur en voyant les avants sur le banc Sudaf. Mais finalement, c'est plutôt le banc bordelais qui a fait ses preuves. Saleh Sirayassi, qui Ouais, rentre en 15 du coup à la place de Romain Buros. 15, il l'avait pas encore occupé, je crois, avec l'UBB. En tout cas, il occupe ce poste avec les les Fidji, Fidji ouais. et il a été ultra performant. Moi, j'ai bien aimé aussi Jacobs quand il est rentré. Dans son style, il rentre, il met une espèce de plaquage de l'espace. Il est là au soutien. Ben, on en parlait du grattage avec Arthur Retière. Enfin, euh, Ouais, alors effectivement, si, il a été marquant parce que premier ballon, il traverse le terrain et on marque un essai. Le banc a été vraiment extrêmement performant. Donc la première ligne, on l'a dit, hein, qui est à ce moment clé à la 64e. Donc Rayassi qui est extrêmement marquant puisqu'il fait. Lui, c'est vrai que il est vraiment, euh, il est vraiment impressionnant parce que tu as l'impression qu'il va à 2 à l'heure. Mais en fait, il fait que franchir. Contre Montpellier, c'était pareil. De toute façon, depuis Perpignan, on voyait du mieux. Mais là, c'est vraiment le facteur X qu'on attendait, quoi. C'est-à-dire que voilà, il rentre dans un match. En plus, tu as Romain qui est pas forcément, ouais, qui est un peu en difficulté, notamment euh, plus en attaque que sur la gestion, on l'a vu. Et tout de suite, en fait, il va casser les lignes et il va apporter ce qui nous manquait un peu, cette folie. Donc ouais, extrêmement impressionnant. Jacob, c'est-à-dire toujours dans son rôle de sécateur, quoi. Lui là-dedans, il maîtrise bien et en plus, comme on le voit depuis quelques semaines, eh ben, la discipline, il a réglé. Donc ça, c'est important. Donc ouais, notre banc a été extrêmement positif et même Retière en 9 est plutôt une bonne rentrée. Ça a permis de faire reposer Mathieu et de décaler Max en 10. Donc ouais, des stratégies intéressantes. Après, Gré est rentré un peu tard par contre. Je crois qu'il est rentré les 5 dernières minutes ou 10 dernières minutes. ouais, ouais, parce que du coup, il rentre pour Boris Palus, Mais il me bon, semble. Et a- c'est très peu de temps de jeu. après Palu fait tellement un match XXL, Ouais. ils ont fait rentrer un peu la cavalerie. Ça tient. Palu, ça se trouve, en termes de data, il était pas dans le rouge. Bon, ils se sont dit, on va le maintenir jusqu'au bout, quoi. Oui, et puis le match n'était pas fait du tout. Derrière, moi, il y a deux joueurs que j'aimerais mettre en avant. Ah bah oui. C'est, et on n'en a pas parlé encore, mais qui fait un match monstrueux, de chez monstrueux. C'est un certain Mathieu Jalibert qui, dès la première minute, il a montré qu'il allait en faire voir de toutes les couleurs à ses Sud. Ouais. Je crois qu'il n'a pas digéré le quart d'il y a 2 ans, hein. Non, mais C'est c'est plus sa sûr, revanche. mais ouais, il fait encore un gros match. De toute façon, Jest, on était content parce qu'il y avait la patrouille de France qui revenait là. Donc là, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu et ça fait vraiment plaisir. Et ouais, Mathieu, encore un match énorme, quoi. C'est-à-dire que, et alors pour le coup, lui, pendant les 80 minutes, il a été présent, quoi. Il n'a pas fait d'erreur, il a animé, il a franchi, il est sur plusieurs essais, il marque son essai, il a le brin de réussite qu'ont les grands joueurs, notamment sur cette passe au pied qui fait un rebond et ça retombe dans les bras de Louis qui après fait le beau dribbling et après qui va marquer. En défense, il a été présent, notamment je pense à ce retour marquant où il va me chercher l'ailier de Clerc, je crois, et après il Et va me... pardon, je crois que c'est pas la première fois que je le vois faire ça, mais je trouve qu'il tu sais, il l'attrape très haut à chaque fois quand il fait des retours un peu comme ça. Ça peut pas être pénalisé pour plaquage. Eh ben, après ça dépend s'il est au-dessus de la ligne des épaules ou pas. Là, à chaque fois, en fait, ils disent que non. Alors, c'est vrai qu'il fait ça parce qu'en fait, il veut casser le bras du Rafu, en fait. Et donc, Ok. forcément, en fait, en essayant de casser le bras du Rafu, c'est pour ça qu'en fait, il fait ses mouvements de bras comme ça pour essayer de taper le bras. Et forcément, après, tu. Si vous voulez voir les mouvements de bras, il faut se diriger vers YouTube. Non, mais voilà, en fait, c'est casser le bras du Rafu pour essayer après de plaquer les mecs. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Je pense pas que le plaquage était haut. Euh, je pense pas. Donc après, il se prend un déblayage. Bon. Et après, il arrive à se replacer. Et il pense tout de suite à se replacer petit côté, ce qui est très intelligent parce qu'après, en fait, il a réussi à plaquer le 3. Donc, il a été lucide sur ce coup-là. Donc, ouais, maintenant, il est costaud en défense. Et puis après, il anime comme on sait qu'il anime, quoi.
C'est vraiment un joueur exceptionnel, que ce soit au pied, à la main. Donc ouais, vraiment un match euh, très très complet de Mathieu et ça fait plaisir parce que voilà quoi, ça nous fait toujours plaisir de voir ça. Parce que ça nous fait gagner des matchs, quoi, tout Aussi, simplement. ouais, non mais ouais, Oui, et puis oui, tu as fait une vidéo aussi, donc c'est qui allez voir, ça se passe sur le Twitter de Yann Tuisova bébé. 3 minutes, tu vois, donc sur un match, faire une vidéo de 3 minutes, juste des actions de Mathieu Jalibert où il n'y a même pas de replay, c'est ça, ouais. c'est qu'il a fait des Et choses. puis c'est pas juste un attaquant, tu vois, il anime extrêmement bien, son pied est très bon, il y a plusieurs renvois où après il y a le Penaud en tant que chasseur qui a été énorme. Pareil des chandelles où Penaud est en dessous et on arrive à les gêner là-dessus parce qu'en fait les coups de pied sont très bien tapés et on a le temps de se retrouver en dessous. Bah, Donc tu vois, pardon, du coup, tu t'as mentionné 2 fois son nom, mais du coup, moi, c'est le deuxième arrière que je voulais mettre en avant. C'est Damien Penaud, que, en fait, tu vois, pareil, comme j'avais pas vu tout le match, j'ai regardé un peu les commentaires, et lui, je n'avais pas vu vraiment de commentaires positifs sur sa prestation, voire même certains plutôt négatifs. Et pareil, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, mais c'est bizarre parce qu'il fait quand même un gros, gros match, que ce soit offensivement où il met son essai en tout début de match, mais du coup, tu as peut-être tendance à l'oublier en fin de match, mais il fait des actions de grande classe, il fait 2 passes décisives, il est présent, comme tu le disais, sur la chasse. Donc ça, c'est extrêmement important et ça a été très, très utile la saison passée. Même en défense, en soi, je ne trouve pas qu'il s'échappe plus que ça. Il a toujours son attitude un peu nonchalante, mais il amène tellement d'incertitudes offensivement, que ce soit sur les ballons un peu dans le chaos, mais aussi dans le jeu courant, que il est absolument indispensable et est un peu décrié en ce moment en équipe de France, notamment à cause de la concurrence. Mais moi, ce que je vois en équipe de France ou même à l'UBB, ça me va plus que convenablement. ouais, contre l'Afrique du Sud, il avait fait un énorme match. Mais là, ouais, effectivement, t'as raison, hein, là, il fait encore un gros match. Et même dans la couverture, je l'ai trouvé très bon. Plusieurs fois, c'est lui qui couvre la zone 3 en fait, pour pallier en fait à des petits coups de pied par-dessus. Donc il a vraiment bien circulé. En défense, bon, il a ce qu'il a eu à faire, c'est-à-dire qu'il a eu 2 plaquages, un offensif ou sur un renvoi. C'est après la mêlée qu'on a résisté. C'est lui qui fait se monter en pointe sur le roux et qui arrive à lui faire éclater le ballon. Donc ouais, ouais, je l'ai trouvé fort. Et puis offensivement, bah, c'est toujours notre Damien Penaud, hyper solide. Euh, donc et c'est vrai qu'il a non, non, il fait un très gros match et j'ai bien aimé la combinaison qu'on a faite sur l'avant-dernier essai là, avec entre Nico et Mathieu. C'est C'est- celle qui est conclue par Jalibert. ouais, ouais, c'est vraiment extrêmement bonne course la bonne course de Penaud avec Nico qui arrive vraiment bien à fixer ses adversaires et après en fait il refait un 1-2. Donc ouais, ouais, Penaud vraiment, il est sur quasiment, bah, il est sur 3 essais au moins. Donc ouais, vraiment un match très, 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 très bien. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il dézone énormément, quoi. Donc il apporte de l'incertitude en se rendant partout sur le terrain et en forçant les surnombres. Donc il est mieux. Voilà, autant en début de saison, on pouvait un peu dire qu'il était en dents de scie, mais là, depuis la tournée de novembre, je le trouve très bien. T'as raison, en équipe de France, il fait des matchs qui étaient extrêmement positifs, notamment l'Afrique du Sud. Euh, et après, bah, il a été moins servi, mais c'est pas pour autant qu'il a été mauvais. C'est juste qu'il a eu moins de ballons, notamment l'Australie, où il a été plutôt décisif parce que c'est lui qui va chercher notamment Louis sur son essai magnifique, c'est lui qui fait le décalage, quoi. Donc non, ouais, je trouve que Damien revient très très bien. Est-ce que tu as d'autres arrières, je crois que tu avais bien aimé? Ouais, bah en fait Nico, quand j'avais vu en direct, c'était très discret, mais finalement en fait il fait bah, comme la ligne arrière, il fait plutôt un bon match. Et ce que j'aime bien maintenant chez Nico Desporter, c'est sa faculté à faire jouer derrière lui et même avant lui. 2-3 fois en fait, alors il se prend des cartouches, mais il arrive à distribuer le ballon, pour que, on fasse un décalage. Et il y a un essai qui est comme ça où en fait c'est lui qui arrive à je crois que c'est pour l'essai de Louis, je pense, sur le coup de pied de Mathieu. Je pense que c'est lui qui se fait cartoucher et après c'est Mathieu qui récupère le ballon. Donc ouais, ouais, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, voilà, lui c'est pareil, il faut maintenant qu'il se repose, pour qu'il soit d'attaque pour la suite de la saison. Ouais, ça, on va y revenir juste après. Côté point positif, aussi peut-être bah,
la forme physique de l'équipe qui peut-être arrive, alors peut-être pas à son pic, parce que ce serait bien que le pic arrive un petit peu après, mais là, sur un match de 80 minutes, à 1300 mètres d'altitude, on a regardé dans les yeux une équipe qui a l'habitude de jouer dans ces conditions, et finalement, on est là physiquement. Ouais, mais tu sais, on retrouve nos bonnes habitudes de Champions Cup où on faisait péter les équipes. Et donc, forcément, c'est l'équipe qui est la plus prête physiquement. Tu peux pas trop tricher, quoi. Et force est de constater qu'on est en pleine forme. Parce que tu vois, on pouvait croire que c'est nous qui allons subir le voyage, les conditions, parce qu'il faisait quand même très chaud, hein, il faisait 27 degrés à l'ombre, donc j'imagine même pas 14h30 au soleil. Donc, ouais, des conditions compliquées, en altitude, tu l'as dit. Mais finalement, eh bien, je nous ai trouvé très très frais et on finit très très bien le match. Ouais, c'est vraiment bien. Enfin, pour le coup, est-ce que alors on verra peut-être pour la suite, parce que ça va quand même fatiguer un peu les organismes, mais ce déplacement en Afrique du Sud, tu vois, tu as les mecs qui partent une semaine où ils sont un peu comme pour le stage à Faro en août, ils sont vraiment entre eux dans une bulle. Tu vois, les connexions se font, parce que finalement, c'est bien beau d'avoir des connexions sur le terrain, ou en tout cas d'essayer d'en créer, mais là, ils en créent aussi en dehors, et on sait que c'est important pour vivre une aventure comme une saison de top 14 de Champions Cup. Donc, est-ce que finalement, ce déplacement en Afrique du Sud, c'est pas un mal pour un bien? Tu fais un peu ton match le plus abouti peut-être de la saison face à un gros morceau en face. Tu as resserré un peu tes liens, ou en tout cas tu les as créés par exemple avec des joueurs qui viennent d'arriver. Alors ça va fatiguer forcément, mais est-ce que le bilan n'est pas très positif de ces placements en Afrique? Bah si, clairement, hein, ça peut être un point de départ, en tout cas, pour lancer définitivement la saison. Je crois qu'il évoquait, je crois que c'est Emeric dans le petit bureau qui évoquait ça, cette notion de camaraderie. Et forcément, ouais, tu peux créer un groupe comme ça dans ce genre de voyage où tu vas même dans des conditions un peu particulières. Et donc, ouais, ouais, je pense que c'est que du positif. Je pense que c'est plus positif que les Rochelais qui, la semaine prochaine, vont envoyer les espoirs sans le staff. C'est Nous, tu sûr. vois, on a quand même intégré même tu l'as dit, hein, tu vois, Zapedowski et tout, des jeunes potentiels et tout. Je pense que même pour eux, voilà, c'est vraiment une aventure qui va les faire grandir et qui va les intégrer pleinement dans le groupe, en fait. Et de toute façon, on aura besoin d'eux. Donc, je trouve que c'est vraiment très positif, ça. Ouais, faut espérer que ce voyage lance réellement la saison. On pensait que la saison était vraiment lancée après Castres. Bon, il y a eu un petit coup de mou derrière, mais c'est vrai que ça peut lancer la Champions Cup. Parce que quand on parle et ça on en parlait déjà l'an dernier et on en parle un peu tous les ans, mais à chaque fois que la Champions Cup commence, déjà moi c'est une compétition que j'adore. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, certains veulent un peu la laisser filer, en profiter pour faire reposer des mecs, envoyer. La semaine dernière, on avait des débats. Certains voulaient envoyer une équipe d'espoir en Afrique du Sud parce que de toute façon, déjà, on allait perdre et puis que ça allait fatiguer les mecs, ça servait à rien, que faut qu'on mise tout sur le top 14. Mais finalement, en fait, tu te rends compte que ça lance une dynamique aussi de jouer ces matchs-là. Ça te sort un peu la tête du top 14, tu vois des choses différentes. Et puis là, tu enchaînes deux matchs de Champions Cup où on y reviendra après, mais tu vas jouer les Scarlets à domicile. Tu peux te faire deux matchs de victoires consécutives avec du jeu qui est plaisant et impliqué un max de mecs. Et ben, ça te met dans une dynamique qui va être plutôt positive avant de recevoir Toulon à domicile. Surtout que, enfin, c'est mal connaître l'UBB de penser que il faut faire l'impasse sur le Champions Cup, quoi. On a tout le temps lancé nos saisons. Enfin, la Coupe d'Europe nous a tout le temps fait du bien. Mentalement, dans notre jeu, pour lancer notre saison, pour la confiance. Euh, c'est vraiment et même sous Urios, hein, tu vois, sous Urios, c'était pareil. On a eu besoin de ces éléments européens pour lancer nos saisons et pour être bien. Je me souviens, de toute façon, quand on allait en 2021, quand on allait en demi-finale où on perd contre le Stade Toulousain et Ernest Vallon. Donc c'était sous Urios déjà. Et je me souviens de ce match à Northampton où, pareil, je pense que certains voulaient envoyer une équipe bis, mixte. Et en fait, on marque, bon, on a marqué un peu l'arrache, hein, parce que de mémoire, c'est une pénalité alors je sais plus qui était le buteur, mais ça tape le poteau et Cordero récupère le ballon et après il va marquer.
l'essai dans les arrêts de jeu et on gagne ce match comme ça. Mais ouais, la Coupe d'Europe a toujours été. Euh, donc je vois pas pourquoi. Et qui plus est maintenant qu'en plus on a un titre à défendre. Mais même sans ça, même si on a été en difficulté en top 14, ça nous a toujours permis ben voilà, après de lancer et d'être plus performant en top 14. Et même je trouve que sous Ibanez, par exemple, quand on avait joué à moitié cette Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'on avait fait des grands exploits à l'extérieur, je crois que notamment à Clermont, on avait fait un super match. D'ailleurs, je crois que cette année-là, on élimine Clermont. Et après, on avait mis une équipe mixte contre nous, contre Exeter, et on perd ce match, et après, on galère un peu. Parce qu'en fait, tu perds un peu de la confiance, parce que tu perds des matchs que tu devais gagner. Là, c'est de la confiance facile, notamment, tu vois, euh, enfin, c'est de la confiance parce qu'il faut les gagner au boost, donc j'ai rien dit. Mais voilà, en tout cas, ça va nous apporter ce surplus de confiance qui va nous permettre après d'être performant, parce que forcément, la confiance, c'est des gestes techniques réussis. Et ça permet aussi que notre patrouille de France joue un peu ensemble, hein, parce que c'est que son premier match depuis la finale de top 14. Donc voilà, moi j'aime bien cette compétition comme toi, donc je suis très content qu'on joue à fond. Ouais, puis la confiance, tu l'as pas eu ni à Pau, ni Oui, c'est contre ça. Montpellier. Donc, c'est bien de la trouver ailleurs. Et si ça peut au moins servir à ça, c'est bien. Et puis, il faut pas oublier que la Champions Cup, c'est 8 matchs pour un trophée. Ouais. Et, alors, certes, certains diront que c'est pas le Brésil. Toujours est-il que, bon, on était quand même plutôt content de le gagner en mai dernier. Et bon, quand tu as 40 000 personnes à la place des quinconces, c'est qu'il vaut quand même quelque chose, ce trophée. Donc ça vaut le coup de le jouer. Non, mais c'est ça, oui. Il faut Ça pas nier reste- on reste un des clubs où on n'a pas non plus un mécène qui balance des sous tout le temps, quoi. On a un club qui s'auto-entretient et qui dégage des bénéfices, et forcément, les résultats participent à ça. Ok, monsieur le comptable. Non, mais c'est vrai que il faudra passer par des belles épopées européennes pour remplir les caisses et pour pouvoir se débarrasser de ce mauvais carré bleu un jour ou l'autre. Voilà pour les points positifs. Ouais, on a quasiment fait 1 heure sur le match. En même temps, moi, j'ai bien kiffé ce match. En tout cas, c'est forcément plus plaisant de regarder, de re-regarder ce match-là plutôt que une défaite. Donc c'était top. Et avant de passer du coup au match suivant, on va faire un petit point sur les actus du club. Et alors les actus, on n'a pas énormément de choses cette semaine. Je crois qu'il y a eu des déclats de Yannick Bru sur la situation un peu de Thibaut Giroud. Mais, on va pas forcément revenir dessus parce que c'est pas dans le c'est pas dans le script et que du coup je vais pas faire de l'impro. Euh, Par contre, on a les Lions qui vont jouer ce week-end. Ce sera dimanche à 14h30 à Sainte-Germaine avec la réception du lot. Et c'est avant une trêve qui va durer à peu près un mois. Donc si vous voulez aller voir les Lions avant mi ou fin janvier, c'est ce week-end. Et TV7 a annoncé son programme du week-end et j'ai pas vu le lien. Donc je sais pas si c'est parce que c'est pas encore annoncé ou parce que ce sera pas diffusé. J'espère que c'est la première option. J'espère que ce sera diffusé pour qu'on puisse les voir à l'action et qu'ils puissent nous faire des petits clips des meilleures joueuses parce que finalement c'est aussi comme ça qu'on apprend un peu à les joueuses, à s'attacher un peu à elles, à voir qui performe, comment, quels sont les profils, quand on n'a pas l'occasion de regarder tout le match. Exactement, donc j'espère que ça va être télévisé pour qu'on puisse regarder ça et voir comment elles enchaînent bien, parce que je pense elles sont remis la tête à l'endroit, donc maintenant ça va tout rouler. Là, c'est la J7, je pense que ça devrait le faire. Mais si jamais c'est pas diffusé, on vous encourage à aller à Saint-Germain au Bousca dimanche à 14h30. Bon, une autre équipe qui là a pas énormément à jouer là sur la fin de cette première phase, c'est les Espoirs, les Réchelles, qui se déplacent à Rouen samedi à 15h. TV7 pour le coup va diffuser le match, ça a été annoncé. Il n'y a pas énormément d'enjeux, je crois. Rouen est dernier de la poule, l'UBB est avant-dernier. Mais de toute façon, ces deux équipes-là vont jouer le play-down. Là, c'est la neuvième rencontre sur les 10 de cette phase aller. Donc là, ça va juste être déjà gagné Ouais, se pour être un peu rassurer. en confiance, Ouais. ouais, avant le playdown. Et puis, se montrer pour certains joueurs qui veulent obtenir une place chez les Espoirs et pourquoi pas ensuite chez les pros.
En tout cas, c'est ça, ouais. Se rassurer pour attaquer. De toute façon, ça va être l'objectif de ces derniers matchs, se rassurer avant d'attaquer ce deuxième championnat qui est assez important et où je pense on sera l'une des meilleures équipes. Mais voilà, il faut quand même assumer le statut. Et si tu commences à perdre et à perdre et à perdre, eh ben forcément, après, tu as le moral qui est pas bon, quoi. Dans les chaussettes. Et ils n'ont pas la Champions Cup, comme Exactement. les Scarlets, Et en par plus, exemple. et en plus, il y en a qui ils vont encore perdre des joueurs. Donc bon, Bah, écoute, on on regardera ça. verra ça du coup. Ouais, mais du coup, là, tu pourras faire des clips vu que ce sera sur TV7. Et on ne manquera pas de les partager sur ton compte Twitter, sur notre compte YouTube, sur Instagram et Facebook, etc. Mais on passe au prochain match. Et le prochain match, ce sera les Scarlets de Clanicly au pays de Galles. Alors, avant ça, on va faire un petit point sur les résultats de la poule, quand même, parce qu'il y avait du coup 3 matchs, poule de 6. Donc, on a gagné avec les 5 points, donc on est premier de la poule parce qu'on a une différence de 15 points. Les Saints sont deuxième, eux aussi ont gagné avec le bonus offensif. Et ça, c'est une belle perf parce qu'ils sont allés gagner à Pau, au hameau. Ouais, Pau qui repart du coup avec 0 points. ouais, Oui, 0 points du coup, malgré 3 essais. Et ils repartent avec 0 points. Ce qui en soi nous arrange un peu. C'est-à-dire que là, au moins, on est maître de notre destin dans le c'est ça. sens où si on gagne tous nos matchs, on sera premier de la poule. C'est quasi sûr, à part si une équipe prend énormément de bonus, etc. Mais normalement, on sera premier de la poule. Là où l'an dernier, si vous vous souvenez, il fallait qu'on gagne absolument tous les matchs avec bonus parce que le Stade Toulousain était sur la même route que nous. Ils avaient juste pris un point en moins aux Sharks, il me semble, C'est ou ça. 4 points. Ils avaient 19 points du coup, et nous 20, ce qui nous avait permis d'être premier, 20 points, et de pouvoir recevoir ensuite jusqu'en demi-finale. Si on gagne tous nos matchs, du coup, on sera premier de cette poule-là, ce qui assure une place dans les 4 premiers de cette première phase. Donc on recevra au moins jusqu'en quart de finale si on se qualifie. Et dans le troisième match que j'ai pas encore cité, qui était le match entre les Bears de Bristol et les Scarlets qu'on va affronter samedi, c'était à Claneckley, donc chez les Scarlets, et c'est les Bears qui ont gagné d'un point, un petit point. Du coup, les Scarlets sont le bonus défensif. C'est quand même pas bon signe pour les Scarlets, mais du coup, pour vous donner un petit peu d'infos sur cette équipe, ils sont dans le championnat URC, du coup, avec les Irlandais, etc. Sur ces équipes, ils sont derniers. Donc, ils n'ont pas joué énormément de matchs. Ils n'ont joué que 5 matchs. Ils ont une victoire et 4 défaites. C'est, ça va pas tellement cette saison. Ouais, et puis en plus, je vais pas te mentir, je connais aucun joueur des Scarlets. Et qui plus est, je pense que comme ils ont paumé à domicile, on risque d'avoir encore une équipe mixte, c'est-à-dire que même pas les premiums des Scarlets. Alors, donc je sais pas qui on va avoir. Parce que quand je regarde, parce que j'ai essayé de regarder un peu les compositions des derniers matchs, et c'est vrai que alors il y a quelques joueurs qui me disent des noms, hein, que la charnière Gareth Davids, on le connaît très bien parce c'est un vieux de la vieille qui a été le neuf gallois pendant les plus belles années. Costello le 10 aussi, mais qui est un jeune joueur où ils avaient essayé de l'installer en 10, mais il n'a pas performé. Mais sinon, c'est une équipe où je connais pas beaucoup de joueurs, pour dire aucun. Et vu leurs résultats en URC, c'est vrai que c'est une équipe qui m'a l'air d'être en très grande difficulté. Je pense il y a pire qu'eux, il y a Newport, mais eux, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas gagné. Mais donc je sais pas, et je sais vraiment pas qui va venir, parce que à mon avis, ils voulaient jouer à fond leur match à domicile, comme beaucoup d'équipes font hein, dans ce Champions Cup, en assurant à domicile, et après tu fais reposer les mecs un peu à l'extérieur. Donc là, je sais vraiment pas qui va arriver à Chaban ce week-end, quoi. Bon, autant vous dire que si Yann ne connaît pas de joueur, c'est pas bon signe, quand même. Un mec qui regarde autant de rugby, s'il ne connaît pas les joueurs, c'est que, bon, il n'y a pas tellement d'internationaux à part ceux que tu as cités. Les résultats sont pas bons. Attention au match piège. On va quand même se concentrer un petit peu Ouais, sur, c'est sur nous, de toute sur façon. l'UBB. Ouais. En fait, Euh, Déjà, il faut savoir qu'il nous manquera des joueurs. Donc, on a les blessés qu'on connaît, qui étaient déjà blessés,
pour le match contre les Bulls. Mais on a aussi des mecs qui ont des vacances bien méritées. Je coupe mon réseau, vacances. Donc je pense qu'il est parti pour 2 semaines. Je crois qu'il est. Bon, remarque, je te dis ça, non, parce qu'il a posté une story à Miami. Donc il coupe son téléphone, mais pas trop. On a Nicolas Deporter aussi qui mérite aussi ses vacances Ouais, parce qu'il a beaucoup joué. Maxime Lamotte, tout ça, c'est les internationaux qui devaient prendre une semaine. obligatoire. Ouais. Donc ça a été obligatoire et ça a été relaté par Sud-Ouest. Damien Penaud et Louis Bielbiarré, Ouais. tout comme Martin Pajréo. Et Sud-Ouest dit que le staff réfléchit à en mettre un quatrième. Et ce quatrième, est-ce que ce serait pas Maxime Lucu? Parce que cette semaine-là, il va devoir la prendre. Est-ce qu'il va la prendre pour le match contre Toulon qui va être quand même super important à domicile? Alors qu'on a un Martin Pajrélo qui va être tout feu tout flamme. Je me demande si il sera pas mis en vacances, mais là, ça commence peut-être à être tard pour lui dire, pars en vacances maintenant, quoi. Alors après, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'ils vont mettre en vacances? Ouais, je sais pas. Effectivement, ce serait peut-être un peu tard si tu le fais. J'espère que c'était prévu un peu avant. Mais j'ai pas regardé, j'ai pas vu, j'ai pas regardé en détail les posts, parce qu'il y a les posts Instagram qui ont été faits par l'UBB. Je sais pas si il y avait par exemple Max qui était sur le terrain ou pas du tout. Après, ça me semblerait bizarre, c'est-à-dire qu'on partirait avec Pajrélo et Retière et donc Max et ouais, on va dire c'est une possibilité, effectivement, si Mathieu enchaîne, c'est une possibilité. En tout cas, pour les 3 autres que tu as cités, alors notamment, hem, Nico et Cameron, ouais, là, c'était extrêmement important qu'ils prennent un peu de repos. Cameron, il a tout fait et même pendant la période de novembre, le nombre d'allers-retours qu'il a fait, entre, Marcoussis, et le club, et après il a fait les matchs avec le club. Ouais, là, il devrait en avoir plein plein les baskets. Non, ça veut rien dire ça. Ouais, plein les chaussettes, ouais. Plein les le mec qui utilise, le truc à peu près, quoi. Toujours, des chaussettes partout. Non, mais oui, clairement, il a pas eu de vacances depuis juillet. Nico, pareil, tu vois, il a enchaîné direct. En plus, lui, il a même enchaîné après le tournoi. Enfin, après la tournée de novembre, directement les matchs, notamment Montpellier. Il y était. Donc, bon, c'est vrai que lui, c'est pareil, hein, ça doit être un peu long. Donc, ça fait du bien et on peut se le permettre, ça, à partir. Alors, Cameron, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce qu'en troisième ligne, on n'est pas non plus hyper à l'aise. Par contre, au centre, il n'y a pas de problème pour que Nico puisse se reposer. Entre Van Resbourg, Moefana et Huberti, on a quoi aligner une paire de centres équilibrée et forte, quoi. Ouais, complètement. Je propose qu'on passe du coup au 15 Vas-y, ouais. possible que nous on imagine. C'est pas le 15 probable. C'est là, à l'heure actuelle, on enregistre le mardi soir, il est 22h09. Avec les infos qu'on a et ce qu'on imagine, voilà ce qui pourrait arriver, sachant que Bastien Verntaillefer, ce qu'il est apte ou pas, parce qu'en fait, on l'a vu un petit peu blessé sur le match contre les Bulls. Alors moi, je pars du principe qu'il est apte, Ouais. mais en première ligne, je partirai sur un revenant. Alors, je sais plus depuis quand exactement il n'a plus joué, mais Hugo Boniface, Gaëtan Barlow et Sipili Falatea. Ouais, mais je pense que c'est plutôt malin. En plus, ça permet de faire reposer un peu Perchaud qui a quand même, c'est un des joueurs qui a tout joué. Et après, tu restes avec une première ligne qui est quand même compétitive parce que Falatea, je le trouve plutôt pas mal. Et ça permet, voilà, de faire reposer 2 joueurs qui ont énormément joué et où on aura besoin d'eux, hein. En plus, à cette période qu'on avait blessé. Hugo Boniface qui n'avait pas joué du coup avec du bébé depuis la demi-finale contre Toulon. Donc ça commence à remonter, ça va faire du bien de le retrouver. Donc il était en Afrique du Sud. Est-ce que ce serait pas le moment de le lancer? Sachant que du coup sur le banc, je mettrais à Poirot, Tamifuna de l'autre côté et au talon, Evrit, parce que Maxime Lamotte est en vacances. Est-ce que Konorsa est toujours Ouais. blessé avec son problème au doigt? Donc, Ah, j'espère pour lui parce que bon, il était resté sur le banc la première fois. Et en plus, bon, sans manquer de respect aux Scarlets, je suis pas sûr qu'on est sur la même qualité de mêlée. Donc, ce sera parfait déjà, un, pour le titulaire Boniface, pour la reprise. Et Evrit, je pense que tu auras moins. Enfin, j'espère qu'on aura fait le taf quand même. Ce qui est le but pour qu'il puisse quand même glaner ses premières minutes. Et tu prends, je pense, moins de risques
en Europe avec une mêlée comme ça, à mon avis. Ouais, je suis d'accord et ça permettrait du coup, ce banc-là, de laisser Mathis Perchaud au repos, lui qui a joué les 12 matchs de cette saison, tout comme Carlos Sadi qui serait au repos. Falatea et Tamifuna à droite. Côté deuxième ligne, je mettrais un Gray qui du coup est frais, vu qu'il a joué que quelques minutes contre les Bulls, et Adam Coleman, Ouais, même s'il a joué 80 minutes. non, mais c'est solide. De toute façon, c'est soit tu fais jouer Coleman, soit tu fais jouer Palu, qui a dû enchaîner, parce que j'ai l'impression de l'avoir vu, pareil sur les photos d'entraînement, Palu. Donc, à mon avis, c'est possible qu'un mec comme ça enchaîne encore une fois. Donc, ouais, Coleman Gray, moi, ça me va très bien. Ça fait un sac de devant qui est quand même très solide. Pas lui, moi je l'ai mis sur le banc en deuxième ligne. Ok, d'accord. Et en fait, en troisième ligne, j'ai soit Bobby Bissu, soit Boris Palu. Alors, dans des profils du coup Ok, pas opposés, mais en tout cas très différents. Mais du coup, voilà, c'est là où je sais pas trop, parce qu'en troisième ligne, j'ai mis Jacobs, Mathieu et Bastien Wertheifer. ok. La troisième ligne me va très bien. Après, voilà, j'ai pas l'impression que Palu soit en vacances. T'as raison, et mettre Jacques, Grand Jacques en seconde ligne. Et puis après, pareil, mettre Bissu. Je pense que ça fait partie des matchs où c'est plus facile de le lancer que de le mettre face aux Bulls. Et puis comme ça, il peut prendre des minutes et puis s'intégrer au groupe. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Après, je me disais, oui, Bissu, parce qu'en plus, il était en Afrique du Sud, il a pu s'intégrer avec le groupe, etc. Mais du coup, il y en a un qui n'était pas en Afrique du Sud, c'est Jacques Ngembous. Par contre, il y en a un qui était en Afrique du Sud, Ouais, c'est Assam Zapedowski. c'est vrai, ouais. Donc, est-ce que finalement, Zapedowski, il a pas sa petite carte à jouer sur une première en top 14 sur ce match-là? En top 14, non, en Champions Cup du coup, mais en pro. C'est vrai, ouais. Tu as raison. Effectivement, N'Gembou c'est pas parti en Afrique du Sud alors que Zapedowski, si. Et peut-être qu'il a tapé dans l'œil du staff, hein. De toute façon, après, c'est un joueur qui est plutôt extrêmement propre, qui est aérien. Donc ouais, c'est aussi une possibilité à voir aussi si, je pense que ça a été le cas, hein, qui soit inscrit dans l'effectif, mais oui, pourquoi pas. Ça nous ferait voir du Zapedowski Bisu sur le banc. Ce serait beau, ça. T'aurais Evrit, Zapedowski, Bissu, ouais, ça fait du jeune, c'est cool. C'est trop envie de voir aussi. À la charnière, Martin Pagerello, du coup, moi je mettrais, Ouais, et Mathieu Jalibert. bon, très bien. Alors, si, ça pourrait être Lucu Jalibert ou Carbery aussi qui semble revenir. Ouais, Mais moi je partirais avec Bielbiaré Penaud, Ouais, tout simplement parce que, en fait, je pense qu'il y en a pas mal qui vont vouloir en mettre au repos parce que c'est les Scarlets en face. Mais je pense déjà que Bru va vouloir les 5 points à tout prix, que les deux étaient off il y a 2 semaines contre Montpellier et que je pense qu'on va vouloir assurer un petit peu et je pense que ça va. Je pense que pas mal d'observateurs supporters seront pas d'accord si jamais ils sont alignés, un peu comme Montauban, où en gros on ouais. estime que l'adversaire méritait pas forcément de mettre la pleine puissance de feu, mais je me dis qu'il faut quand même assurer et qu'il faut aller chercher les 5 points. Surtout que je vois mal faire, enfin, Bru faire énormément de changements. Déjà, là, il y en a beaucoup. Donc, je vois pas non plus pas mettre Penaud et Louis dans l'effectif, quoi. Enfin, ça me semblerait bizarre dans l'esprit de Bru et comment il envisage la Champions Cup. Oui, je Voilà. suis d'accord. Sachant qu'ils pourront enchaîner derrière avec Toulon, pourquoi pas ensuite souffler à Clermont, à voir, mais je pense que ce sera LBB Penaud. Et au centre, je pense que ce sera Moefana, du coup. Ouais, Il est frais, il n'y a pas de souci. Et en 13, alors du coup, Moefana en 12, parce que ça pourrait être Van Rensburg, Moefana et Moefana, ouais. Moefana en 13. Mais je pense que ce sera plutôt Moefana et Huberti Huberti en 13. Ouais, c'est une possibilité. Ça me va, les deux me vont. Après, c'est vrai que nous, l'année dernière, on a été habitués à Van Rensburg Moefana parce qu'on l'a vu plusieurs fois. On l'avait vu notamment, je crois que c'était en quart, je crois, contre le Munster. Ah oui, puisque c'est là où je crois Van Rensburg se pète, de mémoire, quand il fait sa percée. Mais voilà, on a déjà vu ça plusieurs fois. Mais effectivement, Moefana, Pablo, ça me va très bien. Et puis tu laisses peut-être Van Rensburg en impact player, si de toute façon,
comme on l'a fait contre le Bulls. Et derrière, Buros. Ouais. Voilà, il a joué que 47 minutes finalement. Donc, pourquoi pas le remettre derrière. La Sueur continue de prendre du rythme. Et du coup, sur le banc en 5+3, on retient Hayassi Van Rensburg, comme face aux Bulls. Et qui a été très impactant. Donc Ouais, voilà, du ça... coup, dans leur rôle, Et puis ça peut permettre en plus de faire tourner un Louis ou un Damien assez tôt, si le score le permet, quoi. Même Pablo Haenel, si tu veux vraiment faire sortir Louis et Damien pour faire entrer Rayassi, quoi. ouais, Et Van Rensburg. Donc ouais, ouais. c'est pas mal. Ouais, ça, c'est un banc qui est très, très polyvalent. Enfin, à part Van Rensburg, qui est plutôt quand même juste un 12. 12, ouais. Thierry Hayassi, ça peut permettre de switcher, de faire souffler un peu n'importe qui. Donc voilà, en tout cas, une compo comme ça, moi, ça m'irait pas mal. Rendez-vous samedi 18h30 à Chaban. Chaban, d'ailleurs, c'est guichet fermé. Et on fait gagner 2 places sur Instagram et Facebook. Donc si vous voulez aller participer, on fait un tirage au sort vendredi à midi pour faire gagner ces places-là. Donc il faut juste liker le post et taguer des potes supporters de l'UBB. Et on fera gagner du coup ces places-là pour ce match qui est complet. D'ailleurs, vous avez vu le titre, les Bulls d'Andesel. On aime bien, du coup, depuis quelques semaines, vous solliciter sur Twitter et sur Instagram. Alors, la finale, c'était euh, c'est bon d'avoir les Bulls. Euh, euh, L'UBB prend le taureau par les cornes. Non, j'ai aucune idée. euh, Comme l'effectif des Scarlets, j'ai aucune idée. En mode bulldozer. Voilà, c'était ça le dernier. Et du coup, c'est les Bulls d'Andesel qui a été choisi. Merci d'ailleurs à tous ceux qui participent. Franchement, bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Yannou. Et ben, on se dit à samedi pour poursuivre ce match. Ouais, ciao tout le monde. Salut.